Merci d'être si nombreux à ce comptoir lors duquel nous allons parler organisation produit. Pour ce comptoir, je suis accompagnée par Romain et Charles. Nous sommes tous les trois product managers au sein d'Octo et nous intervenons sur diverses missions de produits, d'organisation produit. Ce comptoir, on va le dérouler en 4 étapes. La première, on va vous parler du cycle de vie du produit. Ensuite, on évoquera les impacts justement sur l'organisation. On prendra vos questions et après quelques points pour aller plus loin. Avant de commencer, on voulait juste vous partager quelques éléments. Cette intervention se base uniquement sur nos réalisations missions. Nous sommes intervenus auprès de structures solides financièrement, à contrario à l'inverse des startups, autant sur des gros ou des petits projets. Nos missions sont dans divers secteurs, santé, culture, industrie, agriculture et transport. Et les business models croisés sont autant que du B2B, du B2C, du B2E ou encore du B2B2B. Mais bon, on va parler surtout et essentiellement du produit. Le cycle de vie du produit. Alors, on a un micro ouvert. Ouais. Le cycle de vie du produit. Donc, en fait, on a quatre étapes. Charles, tu peux mettre le... Ouais, top. On a 4 étapes clés qui sont la première, la mise en place du coup, de ce produit, sa croissance, la maturité et le déclin. Lors de ce comptoir, nous allons nous focaliser sur les 2 premières étapes qui seront la mise en place et la croissance. Et en fait, on va suivre la stratégie de déploiement que nous, on a l'habitude de mettre en place, vraiment une stratégie de déploiement de petits pas. Donc d'abord auprès d'un groupe d'utilisateurs restreint, ensuite au niveau d'un pilote et après on généralise. Et maintenant, en fait, on va regarder en fonction de ce cycle de vie comment l'organisation évolue. Et tout d'abord, on va parler de la phase de cadrage avec Romain. Alors, bonjour à tous. Donc, cette phase numéro 1, qu'on appelle souvent de cadrage, elle va permettre de créer une équipe cœur au sein du projet pour définir et aligner une vision du produit. Et puis, elle va valider des hypothèses pour créer un produit le plus pertinent pour les utilisateurs. Alors, l'enjeu de cette phase, essentiellement sur le produit, ça va être de… Alors, je veux bien que tu passes à la slide après. Voilà, merci. Il y a un petit temps de latence. L'enjeu du produit lors de cette phase, ça va être sur 3 niveaux. On va déjà d'abord définir une vision du produit. En tant que par vision, c'est aussi son business model, potentiellement l'impact que peut avoir le produit auprès des utilisateurs. On va être aussi on va avoir un enjeu de designer. On va commencer à designer des approches techniques, mais aussi fonctionnelles. C'est souvent dans cette phase qu'on parle communément de story map, hein, pour commencer à dessiner le périmètre fonctionnel du produit. Et une des phases les plus importantes et qu'on voit assez structurante au sein de nos projets, c'est la phase d'alignement. Comment on aligne avec cette vision et avec ces éléments, ces premiers assets techniques et fonctionnels, comment on aligne l'ensemble des parties prenantes. Alors, parties prenantes au sens écosystème de l'organisation, mais également l'équipe en tant que telle, avec le collectif qu'on aura créé. Donc, pour répondre à ces enjeux produits, l'organisation, j'ai envie de dire, un petit peu clé et classique, ça va être… on va retrouver une organisation autour de 3 dimensions. La dimension produit stratégique, souvent liée aux enjeux de l'entreprise. Donc, il va plutôt être porté par un profil de type product manager. On va retrouver également la dimension tech, au sens faisabilité technique du terme, c'est-à-dire au sens comment on va construire le produit, avec quels assets tech on va être amené à travailler. On le porte souvent par un profil de type archi ou tech lead, avec une forte expérience sur l'architecture. Et puis, sans oublier la partie designer, UX, au sens désirabilité des utilisateurs. Et là, on va intégrer un designer spécifique qui va nous aider justement à commencer à construire, au regard de la story map et des fonctionnalités, l'expérience la plus satisfaisante pour les utilisateurs. Alors, un des points essentiels de cette organisation aussi, c'est d'avoir une organisation la plus petite possible, au sens agile du terme, pour être capable d'aller rapidement prendre des décisions et souvent potentiellement de couper dans les virages. On est souvent contraint
à des enjeux, à des besoins top management, ces équipes permettent souvent de couper un petit peu dans les virages. Pour illustrer cette organisation, je voulais aborder un REX qu'on a pu avoir pour un projet B2E. Alors, dans la vraie vie, évidemment, on n'est pas toujours sur des, sur des structures très, très petites, hein, de type startup. On est souvent confronté à des, comme l'a dit Marion en introduction, à des grands groupes, à des grandes structures. Néanmoins, dès cette phase-là, on essaye au plus tôt de mettre en place ces assets et ces profils très spécifiques. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, pour le projet B2E sur lequel j'ai pu intervenir, on avait positionné la notion de build funk et build tech, là, ce qu'on voit à l'écran, qui reprend essentiellement en fait, la partie tech et la partie design et produit. Et évidemment, on avait construit un écosystème autour de ce socle, de cette équipe cœur, pour justement aborder le terrain, les utilisateurs et tous les entrants qu'on pouvait avoir autour de l'équipe. Ce qui nous a permis, mine de rien, d'afficher cette équipe-là et de commencer à véhiculer les bonnes pratiques sur le produit. Et les bonnes pratiques sur le produit, c'est le deuxième écran qu'on peut voir ici, c'est la business value, c'est la vision qu'on a pu créer grâce à cette équipe-là. Donc, c'est un exemple, en fait, de vision qu'on a pu consolider. Alors, on a un peu tordu le modèle sur la notion de vision et on a plutôt listé une liste d'objectifs et d'enjeux et de critères qui vont de deux manières nous aider à terme à prioriser, et ça nous a vraiment aidé à prioriser certaines fonctionnalités. Et deuxièmement, c'est d'embarquer les équipes dans le futur, dès lors qu'on va passer à une deuxième phase, qui est la phase de construction. Cette phase de construction, qui est la deuxième phase du produit, elle va nous permettre de construire la première version du produit. Et puis, c'est ici qu'on va commencer à itérer sur le développement et préparer potentiellement un MVP qui sera prêt à l'emploi. Alors, l'enjeu de cette phase de construction, alors encore une fois, hein, dans la vraie vie, on n'est pas si séquentiel que ça. Évidemment, les phases se chevauchent. Néanmoins, on arrive à distinguer ces grands enjeux et ces grandes phases. Et l'enjeu ici, il va être principalement de poser les bases et de préparer le produit de manière très, très agile, et on le verra par la suite, que ce soit techniquement ou fonctionnellement. C'est ici qu'on voit souvent apparaître la notion de backlog, de gestion de backlog, de priorité, avec une très forte dimension de product ownership, et j'en parlerai juste après. Et puis, on a aussi l'enjeu de fabriquer. Alors là, c'est toute la partie développement. Donc, l'agilité sera évidemment un bon moyen de délivrer. Mais aussi, on va s'attarder sur les premiers signaux du terrain. C'est-à-dire que c'est ici aussi qu'on va aller commencer à confronter, et c'est un des assets les plus importants, voir comment on va pouvoir exploiter ces retours terrain dans la construction du produit, au plus proche de l'équipe. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'on va insister et qu'on essaie d'insister, nous chez Octo, pour justement construire et viser le plus juste dans notre périmètre. Donc, l'organisation qui découle de ces enjeux, elle est, alors, encore une fois, elle est assez classique, mais on voit apparaître en fait des équipes beaucoup plus structurées, beaucoup plus grandes, avec des nouveaux profils, des profils de product owner. Je parlais de product ownership tout à l'heure, de tech lead, de dev. Donc, on va s'attarder d'abord à l'agilité de cette organisation de manière itérative. Donc, on va insister sur la méthodologie, sur la culture associée, ce qui est un point important pour délivrer par la suite, surtout si on va commencer à grandir, à grossir. C'est ici aussi qu'on va apparaître et sur lequel il faut passer du temps, sur la notion de typologie d'équipe. Donc là, dans la partie multi-équipe, on va voir apparaître la notion de feature team, de component team, d'impact team. Je pense qu'il faut passer du temps à se poser la question de comment on va s'organiser, parce que ça reflète souvent en fait, le produit et son organisation dans le temps. Et puis enfin, on va répondre à un périmètre pertinent qui est vraiment le cœur du truc, le cœur du sujet, qui est comment je co-construis, je favorise l'engagement en embarquant les équipes sur le terrain. Pareil, j'ai pris le même exemple sur cette notion de co-construction et ces organisations-là. Alors, pour être plus précis, c'est une application mobile sur laquelle j'ai intervenu pour développer l'application mobile pour des contrôleurs SNCF. Et la notion de co-construction a été un point clé, voire phare de la réussite et du succès du projet dans cette phase de construction. On a fait plus de 50 immersions avec des agents SNCF pour justement comprendre à la fois leurs besoins et surtout challenger tout notre backlog initial. Et des ateliers de co-construction pour bien définir, construire avec eux le workflow des parcours, les maquettes, et de commencer à itérer sur ces sujets-là, tout ça avec l'équipe de développement. Peut-être un autre exemple, Marion?
Tout à fait. Là, il s'agit en fait d'avoir en amont des sprints de réalisation, des sprints de design et de co-construction, pareil, qui se déroulent sur 2 semaines, donc de prendre un plan fonctionnel et d'avoir un atelier de sketching avec tout l'ensemble des parties prenantes, donc que ce soit l'utilisateur, que ce soit les développeurs, bien sûr les designers, product owners. Après, une phase de prototypage et de test utilisateur où on peut itérer 1 ou 2 fois pour qu'à la fin, avoir les maquettes qui soient prêtes à partir en réalisation. L'objectif est de dérisquer, on va y venir juste après, mais en fait de prendre le temps de valider avec les utilisateurs leur compréhension avant les développements, parce que c'est plus simple de casser et jeter des maquettes qu'une fois que le code est développé. Donc du coup, maintenant, on va s'atteler à la 3e phase, qui est la phase de dérisquer. Donc, c'est mettre en une première version utilisable, donc le MVP, du produit dans les mains des utilisateurs et collecter les premiers feedbacks pour améliorer la version. Donc, dans cette phase, l'enjeu pour le produit, c'est qu'il soit utilisé en situation réelle, autant pour identifier et corriger les bugs majeurs et s'assurer qu'il soit compris et attractif pour les utilisateurs. Pour cela, il va être mis en production auprès d'un panel restreint d'utilisateurs. Et là, il va falloir capter facilement les retours utilisateurs et les qualifier rapidement afin d'identifier l'impact sur la roadmap autant moyen terme, mais aussi le delivery court terme. C'est ce qu'on appelle justement cette boucle de feedback rapide et qui a forcément un impact sur l'organisation. Donc justement, pour pouvoir mettre en production et capter et qualifier ces retours terrain. Là-dessus, cette organisation, elle évolue, elle se structure. On voit l'arrivée de 2 directions. Une direction produit, une direction technique. Et aussi des nouveaux rôles tels que les ops. Ils peuvent être là, bien sûr, en amont, mais c'est là où ils aussi vont prendre de l'ampleur. Du coup, ça va induire plus de coordination entre les entités et voir l'apparition de nouveaux process. Ces 2 nouvelles directions sont plus orientées sur la stratégie et le long terme. À contrario, les équipes qui vont être, elles, plus sur le court terme et l'opérationnel. Une des missions de la direction produit sera de mettre en place la boucle de feedback et d'adapter la roadmap avec ces nouveaux entrants. Par exemple, là, on a un exemple en fait où il y a justement un panel d'utilisateurs, un groupe d'utilisateurs qui ont eu le produit du coup dans leurs mains et qui l'utilisaient en situation réelle. Et pour pouvoir échanger avec eux et capter leur retour, donc là, bon, c'était WhatsApp qui était utilisé. Sur ce groupe WhatsApp, il y avait autant la partie l'équipe de développement que les utilisateurs finaux et bien sûr l'équipe produit. Et là, on voit qu'on pouvait capter autant des partages d'idées et d'améliorations, voire des bugs ou de non-compréhension du parcours, mais aussi des informations sur le déploiement du produit, les inciter à être ambassadeurs et partager leurs tips et partager des moments forts. Donc, à la fin de ça, on a des bugs techniques qui ne sont plus là, enfin qui sont volés en tout cas, une validation des parcours utilisateurs et on a nos premiers ambassadeurs. Et donc maintenant, la phase 4. La phase d'après, donc c'est une phase où on va améliorer le produit pour plusieurs raisons. La première, on a un enjeu d'aller vérifier que le produit a bien rencontré et qu'il est bien positionné sur son marché. Et surtout, en le mettant dans les mains d'un panel plus large d'utilisateurs, il y a un enjeu à détecter les nouvelles opportunités pour le produit, voire même d'aller faire pivoter le produit sur un axe qui n'avait pas encore été imaginé jusque-là. L'enjeu de cette phase, en fait, c'est qu'en l'ouvrant à un plus grand nombre d'utilisateurs, on voit aussi un plus grand nombre de feedback et d'impressions et de retours de la part de ces utilisateurs. Et il va y avoir en fait un équilibre à trouver entre la poursuite du développement de la roadmap et la prise en compte de ces retours pour continuer à viser juste et prendre en compte ce que les utilisateurs pensent de votre produit ou de ce qu'ils en ont compris. Derrière, ça permettra en fait d'avoir une bonne adéquation entre le produit tel que vous l'avez conçu, donc votre proposition de valeur, et le marché, donc l'utilisateur qu'il a pu rencontrer. Derrière, pareil, en le confrontant à un plus grand nombre d'utilisateurs, il y a des enjeux autour de la production. Derrière production, je vais parler de l'exploitation à proprement parler, que ce soit la conciliation de la stack technique, la gestion des problèmes en production, mais aussi la gestion des utilisateurs sur ce produit qui est live. Et donc, ça va être la création d'éléments autour du support, d'éléments autour du change, on va le voir juste après, ou commencer déjà à établir une première stratégie de communication, une première stratégie autour du marketing du produit, et bien sûr une conduite du changement auprès des différents utilisateurs. Et enfin, on a un besoin crucial d'aller mesurer
l'usage du produit, que ce soit de manière quantitative ou de manière qualitative. On va le retrouver à 2 étapes un peu du cycle, du produit. C'est de la discovery, en amont, en avance de phase et enfin la boucle de feedback sur, une deuxième partie une fois que, les fonctionnalités auront été mis dans les mains de l'utilisateur. L'organisation, forcément, elle évolue. Elle a vocation maintenant à devenir plus réactive, donc avoir une capacité à prendre en compte les retours utilisateurs, qu'ils soient dans les phases de discovery ou dans les phases de feedback. Derrière, on va étoffer un petit peu la, la phase de les intervenants autour du design, quel qu'il soit, mais aussi on va développer les compétences autour des différentes équipes pour qu'ils aient cette appétence en fait auprès euh, pour prendre en compte ces retours utilisateurs. On va bien sûr en fait, l'organisation va avoir des nouvelles activités, les utilisateurs, lui, soient connus, reconnus. Et enfin, en fait, aux frontières de cette organisation produit, on va avoir différentes interactions. Et ça va être notamment, par exemple, avec la finance aussi, qui commencera à vous demander des comptes ou comment évolue le produit. Les investissements sont toujours pertinents. Et donc là, je vais vous présenter un REX d'une direction de produit d'un gros programme, justement, qui s'est structuré pour préparer cette phase de généralisation. Donc, des PM, en plus de leur rôle de PM, ont été en lead d'un stream pour vraiment structurer ces 3 sujets clés. Donc, qui était le discovery, la trajectoire et l'usage. Sur la partie discovery, c'était vraiment chercher à s'organiser sur la recherche utilisateur et sur la méthodologie de cadrage. Pour la trajectoire, c'était tout ce qui était méthodologie pour construire la roadmap en fonction des entrants, la faire évoluer et évaluer la complexité des sujets. Et tout ce qui était usage, c'était définition des premiers indicateurs à mesurer et mettre en place tout ce qui était analytics et tableau de bord en fonction de cela. Et donc, on va passer à la phase 5 sur enrichir. Enfin, là, une des terrasses du produit. Donc, enrichir, c'est Tu as des problèmes réseau. une des phases du produit. En fait, c'est vraiment le lancement à très. Non. Allô, allô. Je pense qu'il y a quelques Ouais, est-ce que vous soucis. m'entendez? Charles? Oui, Vas-y, enchaîne. Je pense que c'est revenu. pardon. Toutes mes excuses pour les aléas du direct. La dernière phase la plus importante, c'est la croissance. On cherche à toucher plus d'utilisateurs pour avoir plus de rentabilité. Et en fait, on va avoir un certain nombre de steps et de conversions successives sur lesquels il va falloir aller chercher du succès. Derrière tout ça, dans la littérature, ça s'appelle principalement le growth, c'est la croissance. On a un certain nombre d'activités qu'on a commencé à déployer sur les phases précédentes, sur lesquelles il va falloir aller à un niveau industriel pour aller chercher de la haute fréquence et surtout gérer une masse importante de retours, puisque maintenant le produit sera déployé sur l'intégralité d'un marché. Derrière, on a un enjeu colossal d'aller collecter de la donnée qu'elle soit statistique, quantitative ou la donnée qualitative, des feedbacks auprès des utilisateurs. D'un point de vue d'organisation, il y a un enjeu hyper important d'aller recruter les talents ou à défaut que les talents que vous avez déjà dans l'organisation, de les faire grandir, développer leurs compétences parce que, encore une fois, on va parler de nouvelles spécialisations d'organisation, de nouvelles activités adressées à l'organisation et ça, en fait, il y a des montées en compétences à faire aussi pour votre organisation. Vous avez énormément grossi en termes d'organisation, en termes de personnes. Et en fait, un enjeu, ça va être toujours faire en sorte que la stratégie que vous élaborez, elle soit comprise, activable et largement communiquée, bien communiquée auprès des équipes. Et ça, c'est fondamental parce que derrière, vous allez pouvoir développer auprès de vos équipes de l'autonomie et de la responsabilisation. Enfin, généralement, on commence avec une structure assez importante et il ne faut pas oublier de s'assurer qu'on reste agile et que tous les fondamentaux qu'on a pu mettre en place sont toujours respectés et pas forcément oubliés. L'organisation,
vous la voyez, elle a énormément changé. On a, comme je le disais, des profils qui vont se spécialiser. On va avoir besoin d'expertise plus poussée, on va avoir des nouvelles activités à adresser. Par exemple, c'est l'apparition d'un product marketing manager, peut-être des gens autour de l'éditorial, des gens autour de la croissance, le growth. On va avoir une équipe autour de la data qui va permettre d'aider et d'accompagner l'organisation dans la compréhension des données qu'elle collecte. Les équipes, elles vont être découpées par pan métier, par briques fonctionnelles, un peu comme des sous-produits d'un produit principal. Et derrière, ça permet de développer de l'autonomie, de la responsabilité. Et je vous renvoie notamment au DDD et toutes les notions qui peuvent s'y cacher derrière. On a une organisation aujourd'hui qui est plutôt orientée sur de l'output, potentiellement des pieds de la feature, mais qui va chercher à développer de l'impact, donc de l'outcome. Comment en fait les actions que l'organisation fait au quotidien vont faire évoluer les comportements d'utilisateurs, comment on va avoir touché plus d'utilisateurs. La data, je le disais, elle est vitale en fait parce qu'elle va permettre d'orienter, elle va permettre d'apprendre et aussi d'orienter l'organisation autour de ce produit et à prendre les bonnes décisions. Et enfin, je pense qu'il y a 2 choses un petit peu intéressantes aussi à retenir. C'est que les communautés de pratique au sein de l'organisation vont permettre de diffuser des standards. L'organisation elle en grossit, les manières de faire vont se diversifier et je pense que c'est quand même important de maintenir des standards, des manières de faire communes et les communautés de pratique vous permettent tout ça et surtout permettent de potentiellement faire émerger aussi des pratiques innovantes. Et enfin, on a un enjeu à découpler différents échelons. L'équipe cœur qu'on a connue sur la phase 5, et ben maintenant, généralement, elle se concentre essentiellement sur l'échelon stratégique du très long terme. Et puis, on a à l'inverse donc différents échelons tactiques et aussi opérationnels. Opérationnels, les équipes Scrum qui, elles, sont dans du temps court. Et on a toujours un petit peu ce grand écart entre le très long terme et le court terme pour que le produit puisse vivre aujourd'hui et maintenant et aussi prépare encore l'avenir. En termes de REX, on est ici sur une Digital Factory, un secteur agricole. Le but n'est pas de rentrer dans les différentes captures d'écran qu'il y a là, mais l'enjeu qui était à cette phase-là, en fait, c'était de structurer l'organisation. Donc, pas prendre, nous, on avait fait le choix de ne pas prendre Safe, par exemple, ou un framework by the book, mais on s'est construit notre propre méthodologie. Et en fait, cette propre méthodologie, elle a vocation à définir un cadre d'intervention pour les différents échelons, de créer de la structure et de la cohérence et surtout d'expliquer comment les décisions sont prises et ça a vocation à donner plus d'autonomie aux équipes. Enfin aussi, on a un cadre d'intervention pour ces équipes où en fait, elle va pouvoir apprendre, évoluer, se développer son autonomie, son engagement, toujours rester véloce et apporter de la valeur et surtout de la juste valeur pour les utilisateurs. Pour compléter les retours d'expérience, toujours sur un projet à grande échelle. Alors, pour le coup, là, on est vraiment passé à l'échelle. Et pour répondre un peu à ce que vient de dire Charles sur la notion d'industrialisation, d'autonomie, de communication, dès lors qu'on passe à l'échelle, on a forcément ce type d'asset-là. Là, c'était le REX d'une direction de produit sur lequel je veux dire, on s'est verticalisé. On a souhaité gérer le produit de bout en bout, c'est-à-dire de la phase de discovery jusqu'à la phase de production, à la fois pour être plus proche des équipes et du produit, et évidemment plus efficace dans le cycle de vie, mais également pour mieux communiquer à la fois les priorités et les enjeux du produit. Tout à l'heure, on parlait de vision. Ça reste un bon moyen, quand on verticalise, de véhiculer j'ai envie de dire la bonne parole. Néanmoins, reste beaucoup de sujets de coordination. Donc, on a mis aussi en place des rituels qui nous ont permis de mieux gérer ces phases de discovery et de production. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on a marqué un peu ces phases-là par l'arrivée de la data et le fait de structurer une pseudo-cellule de data pour justement exploiter au mieux la production et commencer et enrichir en fait la boucle de feedback. C'est aussi des bons moyens pour avoir une bonne cohérence du produit dans son ensemble, que ce soit d'un point de vue design, mais aussi d'un point de vue produit. Donc, on voit ici, en fait, sur ce dernier exemple-là, et je crois qu'on en a terminé sur les grandes phases du produit, qu'on est passé, si je dois faire un peu la synthèse, c'est qu'on est passé d'une petite équipe en phase de départ, de phase 1, jusqu'à
des programmes assez structurants qui peuvent amener à 100, 150 personnes. Et là où on n'est pas sur les mêmes combats qu'au départ, néanmoins, on doit se focaliser et garder les fondamentaux et la culture de départ. Je vous propose, c'est de conclure rapidement cette intervention. Si on devait la résumer, on vous a sorti un petit peu 5 points. C'est qu'avant tout, c'est un peu une évidence, mais l'équipe est bien un produit à part entière. Elle évolue sur différents axes en même temps que l'évolution du produit qu'elle porte. Et il y a quand même un enjeu à investir autant sur l'équipe que sur le produit derrière pour aller recruter des talents qui seront précieux ou développer de nouvelles compétences. L'équipe, elle se construit de manière itérative. On l'a vu, l'équipe en phase 1 n'est pas la même lors des dernières phases. Elle a besoin de s'approprier des méthodologies, elle a besoin d'un certain nombre de choses. Il y a derrière en fait un besoin vital pour elle de s'appuyer sur différents types de communautés, de pratiques pour développer les manières de faire, les approches innovantes. L'équipe, elle est apprenante, elle stagne jamais, elle est jamais parfaite, elle doit toujours être apprenante et autonome. Et en fait, ça, ce sont des atouts qu'elle doit développer en permanence. Derrière, on lui demandera d'avoir de l'engagement, du sens derrière pour développer un produit qui se veut toujours le plus parfait possible pour ses utilisateurs. L'équipe, on l'a dit, elle doit gérer aussi un espace temporel qui est très large, tant les enjeux court terme et opérationnels que les enjeux à long terme et qui peuvent être stratégiques. Et en permanence, elle doit anticiper et avoir des coups d'avance parce qu'il y a toujours des enjeux futurs qui arrivent en fonction de l'évolution du produit, en fonction de son cycle de vie, mais aussi potentiellement en fonction des pivots sur la stratégie qu'elle va exercer. Et enfin, ce qui est fondamental, c'est que l'équipe, elle est branchée en permanence à ses utilisateurs, d'ailleurs pour collecter du feedback, de la mesure, pour avoir des éléments de justesse et, lors des phases de discovery. Et derrière, en fait, en développant des communautés d'utilisateurs, où vous allez avoir des ambassadeurs qui vont vous donner des feedbacks qualitatifs qui seront précieux et surtout qui vous permettront de parler de votre produit et donc de développer la croissance du produit. Pour aller plus loin, Octo organise en ce moment un certain nombre de contenus qui sont partagés sur les réseaux sociaux autour de la culture produit vue par Octo. Vous avez une newsletter que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou sinon en flashant le QR code qui est là, vous aurez les slides après ce comptoir. Et enfin, si pareil, les actus côté Octo, le prochain comptoir, c'est le 12 janvier 2023. Il sera autour de l'appréhension des enjeux de la transformation durable et comment engager ses utilisateurs. On vous fait découvrir aussi les premières pages du livre Culture Produit qui sont disponibles dans la rubrique publication de notre site internet. On a aussi des formations qui peuvent vous intéresser sur le rôle de Product Manager et je vous renvoie vers notre site Octo Academy. Et enfin, si tout ça vous a plu, vous a enchanté et que vous avez envie de rejoindre Octo, sachez qu'on recrute. Et donc, vous pouvez consulter aussi le site rejoindocto.fr. On vous remercie à tous pour votre présence, on vous souhaite une excellente journée et on espère vous revoir très prochainement sur différents comptoirs. Merci beaucoup. Très bonne journée, merci. Merci, bonne journée à vous tous.